bienvenue à Micro-Info. Aujourd'hui, Yves Rochefort nous présente sa sélection de jeux hebdomadaires. Ghislain Lévesque nous parle de confidentialité. Je m'entretiendrai pour ma part avec un invité du centre de formation Pro Format, de même qu'avec un jeune internaute assez entrepreneur. Nous commençons sans plus tarder avec Luc Fortin de Bureau en Gros, qui a examiné pour nous cette semaine deux périphériques assez intéressants. Quels sont ces fameux périphériques? Cette semaine, on parle de stockage de données. Donc, deux stockages de données. Premièrement, le zip drive, l'unité zip, ou le CD writer, l'unité de sauvegarde sur CD. On a entendu parler quand même beaucoup des zip drives. Là. La compagnie avait d'ailleurs de la misère à fournir. Exactement. Là, on en a un ici. C'est quoi un peu? Comment ça fonctionne? C'est un lecteur iOmega Epson. iOmega étant la compagnie qui a lancé sur le marché le zip drive. Ils sont associés avec Epson. Epson fabrique les moteurs et maintenant, on va en avoir beaucoup sur le marché. C'est justement le problème avec iOmega pour la fourniture. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'installer le petit driver qui prend pas 10 secondes à installer. Et on a ici l'unité zip qui vient s'installer dans l'ordinateur. Alors, l'unité zip, qu'est-ce que c'est? C'est un lecteur comme une unité de disquette A, tout simplement, qui peut contenir jusqu'à 100 MB d'informations. Alors, si je clique dessus, tout simplement, ça ouvre comme une unité ordinaire. Je peux enlever mes disquettes ou les changer sans aucun problème. Et l'avantage qu'on va avoir par rapport à un tape backup, c'est de pouvoir exécuter les applications directement sur la bande. Comme là, tu as le jeu Doom. Comme là, j'ai le jeu Doom. Donc, je pourrais venir dans le répertoire Doom et jouer Doom sur mon unité de disquette. Donc, je pourrais avoir 100 MB. Exemple, je pourrais mettre CorelDRAW, je pourrais mettre n'importe quelle application sur mon unité de zip et les exécuter à partir de là. Donc, on sauve beaucoup d'espace sur le disque et on peut tout simplement, je veux jouer à Doom, je mets la disquette, je veux jouer à n'importe quel jeu, je mets la disquette. Donc, c'est vraiment simple d'utilisation. Puis c'est quand même pas très dispendieux. Hein? L'unité est quand même assez abordable, entre 300 et 350 $. Les disquettes varient environ 30-35 $ chacune. Est-ce qu'il existe des modèles qui contiennent plus d'informations? Oui, le nouveau iOmega qui est sorti de Jazz peut contenir environ 1 gigaoctet d'informations. Les disquettes vont coûter environ 100 $ et le lecteur environ 900 $. Ça s'en vient dans les prochains mois qu'on va avoir au Canada. C'est présentement disponible aux États-Unis. OK, maintenant, on regarde autre chose qui est souvent demandée, mais que les gens pensent que ça coûte une fortune. C'est encore dispendieux, c'est les CD writers. Exactement, les enregistreurs de CD. Alors, c'est surtout pour les gens qui veulent faire des sauvegardes de données, car beaucoup de gens voudraient faire de la sauvegarde de données. Il y a beaucoup d'autres utilisations qu'on peut faire, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, les lecteurs, celui qu'on a porté ici, c'est un HP 4020i, qui est un lecteur qui est fait par Hewlett Packard. C'est un lecteur qui peut lire les disques normaux à quadruple vitesse et qui peut écrire ces disques-là à double vitesse. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est très simple. On peut ouvrir le lecteur manuellement et voir à l'intérieur que c'est un CD bien ordinaire. Ça ne prend pas plus de place qu'un lecteur ordinaire. C'est la même affaire qu'un lecteur ordinaire, sauf que c'est des modèles qui sont SCSI. Donc, généralement, les lecteurs comme ça viennent pas tous avec des cartes SCSI. Le HP vient avec une Adaptec 4020... la Adaptec 1542 et va permettre de contrôler le périphérique sans aucun problème. Parce que théoriquement, à la part des ordinateurs, c'est le périphérique IDE qu'on utilise. Pour les disques durs et les CD-ROM. Les lecteurs. Puis là, ça prend un périphérique SCSI. C'est ça. Pour les CD-ROM qu'on écrit, ça prend absolument un périphérique SCSI. Généralement, SCSI 2, on n'a pas de problème avec ça. Un lecteur comme ça, avec la carte de contrôle et si on regarde le HP, va coûter entre 15 et 1600 $ environ. Et c'est quand même une unité de choix, peut-être dans les moins chères. On peut avoir des unités beaucoup plus performantes qui peuvent aller jusqu'à graver jusqu'à 4 vitesses, mais là, sont beaucoup plus dispendieuses. OK. Et un CD-ROM vierge, est-ce que c'est dispendieux? Bien, un CD-ROM vierge, il y a plusieurs compagnies qui en font. Il y a Kodak, il y a KO qui en font. Et l'important avec ça, c'est de faire attention à nos disques. Parce qu'il y a 3 choses qui sont importantes à l'écriveur pour enregistrer un CD. Premièrement, avoir un bon lecteur. Deuxièmement, avoir des bons disques. Et troisièmement, avoir des bons logiciels. Parce que généralement, 95 % des gens qui vont manquer des CD ou qui vont cracher des CD, c'est le logiciel qui va le créer. C'est pas que le lecteur ne marchera pas bien, c'est pas que le disque ne sera pas bon, c'est vraiment que le logiciel va faire une erreur pendant l'écriture et on va avoir des problèmes. Pourquoi que les gens, souvent, vont avoir des erreurs? C'est exemple, ce lecteur-là a 1 MB de buffer dessus. Donc, si les gens envoient de l'information au buffer, si, exemple, un screensaver embarque, on joue avec la souris, on a une bande, on demande une requête au disque dur, on va vider le buffer, aussitôt que c'est vide, c'est fini, on vient de perdre notre disque et ça vient nous coûter environ 15 $. C'est le prix normal d'un disque vierge.
OK, mais ça revient quand même un peu cher, parce que si on regarde la plupart des revues là, qui viennent avec des CD, ils coûtent quand même pas cher que ça. Exactement, mais ça, c'est des CD qui sont bâtis autrement. Un CD normal va coûter environ 2 $ à faire à n'importe qui, et s'il monte en très grosse quantité, va coûter en bas de 50 sous. Un CD comme ça, la texture du CD est différente, et on voit ici que le CD est vert ou jaune, dépendamment de la compagnie, et c'est une surface qui est gravée. De la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a un rayon laser qui va venir réchauffer la surface du disque pour venir la mettre à un point d'ébullition. Et ensuite de ça, on va avoir un genre de graveur qui va faire des trous dedans et qui va permettre de coder l'information. Donc, on grave track par track, secteur par secteur, contrairement aux autres disques numériques qu'on peut trouver n'importe où, qui vont être pressés comme une sandwich là, dans un moule. OK. Comme c'est des graveurs de CD, une fois qu'on a écrit sur le CD, on ne peut pas effacer. Hein? Exactement. C'est brûlé, c'est écrit à vie. Tant qu'on n'aura pas cassé le CD, l'information va être enregistrée sur le disque. D'accord. On te remercie, Luc, pour ces informations. Au retour, Ghislain nous montre comment protéger l'accès à nos fichiers. Bonjour, Ghislain. Bonjour, François. Aujourd'hui, tu nous montres comment protéger ces documents personnels. Alors, tout à fait. Dans plusieurs logiciels, peu importe que ce soit WordPerfect, Word, Lotus, Excel, on a la possibilité de sauvegarder les documents en plaçant un mot de passe. Alors, si on le fait avec Word, je vais aller dans le menu Fichier, je vais choisir Enregistrer sous. Alors, je fais ça un coup que mon document est déjà fait. Et dans la boîte d'options, juste ici, j'ai la possibilité de venir entrer un mot de passe. Alors, je tape un mot de passe et par la suite, lorsque je vais faire OK et sauvegarde, le document va être sauvegardé avec le mot de passe. Une chose qui est importante, c'est qu'il faut absolument conserver en mémoire le mot de passe, puisque si jamais on ne se souvient plus du mot de passe, on ne sera plus en mesure de réouvrir le document. OK, il n'y a aucun moyen là, de tricher, là. Non, absolument pas. OK, alors c'est un bon truc là, pour la confidentialité. Peut-être une question aussi qui a été posée par un de nos téléspectateurs. On nous demandait, bon, on a parlé il y a 2 semaines des différentes façons de compresser des fichiers. On a vu les zips, mais il existe d'autres façons de compresser des fichiers. Là. Il y a, je crois, des TAR, les ARJ, puis aussi des gzip. Si vous cherchez ces différents désarchiveurs, on a indiqué les adresses sur notre site web. Parce que certaines personnes nous ont demandé, il y a 2 semaines, on a présenté une capsule Internet sur les émulateurs. Et dans le cas de l'Apple IIe, la plupart des fichiers étaient en format gzip. Si vous voulez vous procurer ces différents désarchiveurs, vous pouvez consulter notre page web dès maintenant. Alors, Ghislain, on te remercie. La semaine prochaine, on voit un logiciel en particulier pour avoir des trucs, là. Oui, on va parler de Eudora. Merci, Ghislain. Attention, dans quelques instants, Yves torpille, attaque et sans poche. Bonjour Yves, on joue dur aujourd'hui. Très dur, François. On commence avec un jeu de sous-marin. Oui, il s'agit de Silent Hunter de la compagnie SSI. Très, très bon jeu de sous-marin. Et quel genre de jeu est-ce plus précisément? Bien, c'est un jeu de simulation de sous-marin, comme je viens de le dire. Il se déroule dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Le joueur contrôle un sous-marin américain contre les Japonais, en fait. Puis, on peut choisir plusieurs types de sous-marins américains. Les jeux de simulation de ce genre-là tentent souvent de créer un effet de réalisme quasi parfait. Est-ce que la compagnie SSI réussit bien? Oui, bien, grâce à des techniques de digitalisation assez sophistiquées, ils ont recréé plus de 40 navires de la flotte impériale japonaise. Ils ont également recréé fidèlement les lignes côtières de 9 zones de patrouille dans le territoire japonais. La compagnie SSI a aussi utilisé un conseiller technique assez distingué. Il s'agit du commandant William Gruner. Lui et son sous-marin, le USS Skate, ont été décorés de plusieurs médailles après la Deuxième Guerre mondiale. Son expérience de combat au front apporte au jeu une dimension de réalisme qu'il n'aurait jamais pu avoir sans son soutien. Quel genre de missions sont confiées aux joueurs? Bien, en fait, le joueur peut jouer des missions basées sur des événements historiques ou des missions hypothétiques qui auraient très bien pu survenir dans les années 50. Une carrière aussi avec plusieurs missions peut s'offrir aux joueurs. En général, quelles sont tes impressions de ce jeu, Yves? Bien, selon moi, c'est un excellent jeu, François, de simulation. Écoute, il est très simple à utiliser. J'ai jamais lu le manuel. J'ai rentré dans le jeu, puis ça a été numéro 1. Tout est très simple, tout est très graphique. Puis, c'est vraiment un jeu très, très bon, avec beaucoup de profondeur. Donc, n'importe quel fanatique de jeu de simulation sous-marin ou Ils vont être capables de couler un super porte-avions en quelques instants. En moins de 2. OK.
Maintenant, on parle du jeu Battle Isle 2220, la suite de, je suppose, 2200. Oui, exactement, François, par la même compagnie également, Blue Byte Software. C'est un jeu de stratégie où il faut conquérir des territoires adverses. Il faut mentionner que c'est un jeu où les joueurs jouent chacun leur tour, un à tour de rôle, en fait. L'action se déroule au 23e siècle, donc avec l'armement qui est jusqu'ici totalement inconnu. Vous avez d'ailleurs à votre disposition plus de 64 unités d'armement terrestres, aériennes, navales. Il faut placer stratégiquement, en fait, les infrastructures pour donner du support aux unités de combat afin de conquérir le plus de territoire possible. Il y a combien de scénarios dans le jeu? Il y en a plus de 40, François. 40 scénarios à réaliser. C'est un jeu aussi assez particulier. Il fonctionne en mode 32 bits, même sous Windows 3.11. Il fonctionne également sur Windows NT et Windows 95. Le jeu aussi se configure automatiquement lui-même. Pas même besoin de répondre à une seule question. Il va voir automatiquement ton système puis il détecte automatiquement tout. Tu as un tutoriel puis un guide d'aide en ligne qui vont t'aider à comprendre exactement le fonctionnement du jeu. Le jeu t'offre des capacités multitâches aussi, qui te permettent que lorsque tu as terminé ton tour, c'est à l'ordinateur de jouer, te permettent d'aller dans d'autres applications pendant ce temps-là. Alors, lui, il joue tout seul à ce moment-là. Tu as aussi un mode multijoueur où tu peux jouer jusqu'à 6 sur un réseau Novell ou Windows. Puis, les graphiques peuvent être configurés en 640, 480, 800, 600 ou même 1024 par 768. C'est donc, selon moi, un excellent jeu de stratégie à découvrir. Puis maintenant, on termine avec le jeu de billard, Virtual Snooker. Oui, bien, vous vous souvenez sans doute qu'il y a environ 2 mois, on a montré le fabuleux Virtual Pool à ce moment-là. C'est des jeux, selon moi, qui sont très bien faits. C'est un jeu qui est calme à jouer. C'est un jeu qui est très réaliste. Alors, dans celui-là, bien, vous allez pouvoir jouer au snooker sur votre ordinateur. Si vous ne connaissez pas le snooker, c'est pas grave. Il y a un tutoriel dedans qui explique très bien comment on joue. On peut jouer seul, on peut jouer à deux. Pour jouer à deux, on a simplement besoin... on peut jouer deux sur un ordinateur, on peut jouer à deux sur un modem également. L'interface du jeu, comme je disais, est très simple à utiliser. On pourrait d'ailleurs en montrer quelques extraits. Bon, évidemment, tu peux te déplacer autour de la table, tu peux déplacer ta balle, tu peux faire un zoom avant pour t'approcher de la balle. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire dans ce jeu-là, François. Il y a aussi des vidéos là, qui t'expliquent divers trucs. Oui, il y a aussi différentes vidéos qui peuvent t'expliquer. Avec le champion Steve Davis? Steve Davis, oui. D'accord. Alors, Yves, on te remercie. On peut aller évidemment te rejoindre chez Compuissante pour avoir plus de détails. Quel jeu as-tu retenu pour nous la semaine prochaine? La semaine prochaine, j'ai retenu Big Red Racing, qui est un fabuleux jeu de course. Je vais également vous montrer le fameux volant Formula T2 de Trustmaster et un package de jeux très intéressant. D'accord, merci Yves. Maintenant, je reçois le directeur des ventes d'informatique Proforma. Bonjour, Monsieur Laflamme. Bonjour, François. Informatique Proforma, qu'est-ce que c'est? Informatique Proforma, c'est une firme de formation en micro-informatique et en bureautique. Vous existez depuis combien de temps? La compagnie a été formée en 1987 par 3 entrepreneurs de la région de Québec. OK. Dans quelle sorte de service vous spécialisez-vous? On a notre principal créneau, si vous le permettez, c'est la formation en micro-informatique et en bureautique. Tout ce qui s'appelle le logiciel de bureautique, entre autres, traitement de texte, chiffrier, base de données. Logiciel de présentation, courrier électronique. Je vous voyais travailler tantôt sur Internet. Ça peut être des cours sur Internet aussi. On peut parler aussi d'environnement Windows, Windows 95, le DOS, tout ce qui s'appelle l'environnement bureautique. Quelle est votre approche pédagogique? L'approche pédagogique est une approche dite traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a un formateur qui donne la formation à 10 étudiants maximum par classe, donne la théorie. Et chaque étudiant a son ordinateur devant lui et peut tout de suite faire l'exercice que le prof propose. C'est ça. Okay. L'étudiant est aussi appuyé d'un guide de formation qui lui reste après le cours. Okay. Puis, pour complémenter sa formation ou quand il sera seul, si vous voulez, dans son entreprise, on offre aussi un service de dépannage téléphonique sans frais. Chaque étudiant retourne chez eux, on sait qu'il ne peut pas tout retenir dans la classe, mais il peut nous appeler. Puis on le dépanne par téléphone de façon à ce qu'il ne reste pas seul devant son logiciel
Vous n'offrez pas seulement que des services de formation, vous avez aussi d'autres services? Oui, on a des services complémentaires à la formation qui sont la consultation. Quelqu'un qui veut ne serait-ce qu'acheter un appareil ou savoir quel type de formation ses employés auraient besoin. C'est des services qu'on peut offrir aussi. On offre aussi des services de programmation. Quelqu'un qui veut automatiser des fonctions, que ce soit dans des gestionnaires de bases de données comme Access, DBase ou Paradox, des choses comme ça, des chiffriers ou même des traitements de texte, automatiser des fonctions dans des traitements de texte, c'est des choses que nous pouvons offrir aux clients. D'accord. Parmi les cours que vous offrez, quels sont bon, vous offrez sûrement des cours pour traitement de texte, mais pouvez-vous nommer quelques cours là, qui sont suivis régulièrement et fréquemment? Oui, il y a les cours sur les suites de produits, sur la suite de produits Microsoft. Tout ce qui s'appelle Word, Word 6, Word 7, la nouvelle version sous Windows 95, Excel 5, Excel 7. C'est dans les plus populaires. Il y a Lotus. Il y a aussi dans les traitements de texte, il y a WordPerfect qui est très, très populaire. Il y a Quattro qui commence aussi, au niveau des chiffriers, qui commence aussi à prendre beaucoup d'ampleur. Au niveau des gestionnaires de bases de données, le cours le plus populaire présentement, c'est sûrement Access, Access 2.0. Okay, pour monter là, des bases de données, la part des entreprises en ont besoin aujourd'hui? Oui, elles font des gestions plus ou moins prononcées sur les bases de données ou avancées, mais la plupart des gestions peuvent se faire surtout avec un chiffrier. La gestion de bases de données étant peut-être un peu plus complexe, mais beaucoup plus efficace qu'un chiffrier. Mais, les deux peuvent se faire. Est-ce que vous fonctionnez comme une école publique, c'est-à-dire qu'il y a des sessions, les cours commencent à l'automne, ou c'est un autre programme différent? On a une horaire de session publique à laquelle les cours les plus populaires, comme on parlait tantôt, reviennent fréquemment à l'horaire, aux 15 jours, comme Word ou WordPerfect ou Excel ou Access reviennent régulièrement tous les 15 jours. C'est des cours de courte durée qui s'adressent surtout à des gens qui sont sur le marché du travail ou qui veulent faire un retour au niveau du marché du travail. Ça revient régulièrement à l'horaire. OK. Les cours durent combien de temps? 2, 3, une journée, 2 ou 3 jours maximum. OK. C'est des cours intensifs? Oui, c'est des cours très intensifs. Si, mettons, moi, je suis gérant d'une entreprise et que je veux envoyer mes 10 employés suivre des stages de formation, est-ce qu'ils peuvent le faire chez vous? Oui, ils peuvent le faire chez nous de deux façons, ou en s'inscrivant dans l'horaire régulier, comme je parlais tantôt, ou en réservant des sessions privées. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte la formation vraiment aux besoins du client. C'est que le client dit, bien moi, je veux qu'il suive 2 jours sur le traitement de texte Word, 2 jours sur Excel, et je veux que 2 de ces personnes-là suivent un cours intensif sur Access. On va regarder qu'est-ce qu'ils font en entreprise, on va analyser leurs besoins exacts, et on va proposer un plan de formation à ces gens-là. Vous me parlez d'entreprise privée, il y a quelque chose qui est très important quand on choisit une firme de formation comme, pour des cours comme on offre, c'est que la firme soit accréditée via la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre. On parlait de la loi 90 à ce moment-là. Toutes les entreprises assujetties à cette loi-là, c'est ceux qui ont une masse salariale supérieure à 1 se doivent de dépenser, supérieur à 1 pardon, supérieur à $1 million, se doivent de dépenser 1 de leur masse salariale en formation. Puis nous autres, on est accrédités via la SQDM, fait qu'ils peuvent bénéficier de cet avantage-là. Ceux qui n'ont pas une masse salariale de 1 sont encore assujettis au crédit d'impôt crédit d'impôt remboursable à la formation et peuvent bénéficier jusqu'à 40 Donc, il y a plusieurs façons là, de suivre des cours chez vous. C'est ça, oui. Justement, vous avez dit que vous donnez de la formation aussi sur Internet. Quel genre de cours vous pouvez offrir là, à ce sujet? Ouais, ce qu'on voit dans la formation, c'est une initiation à Internet. Et ce qu'on voit dans ça, on voit entre autres le courrier électronique là, avec Eudora. Il y en a plusieurs courriers électroniques dans Internet, puis on voit nous autres Eudora. On voit aussi le transfert de fichiers, comment aller chercher des fichiers qui nous intéressent dans certains sites et les amener sur notre ordinateur pour pouvoir les utiliser. Donc avec FTP? FTP, entre autres, ouais. File Transfer Protocol. Et on voit aussi, avec les navigateurs, on voit les pages web, là, les 3W. On utilise chez nous Netscape, entre autres, la version 2.0, la dernière version. Vous me parlez d'Internet. Notre prochaine session, si les gens qui veulent s'inscrire, c'est le 10 mai. Il reste encore quelques places disponibles pour les gens. Pour ce site Internet, d'accord. Le message est lancé. Merci. On vous remercie, M. Laflamme. Merci, François. Et si les gens veulent s'inscrire à vos cours, quelles sont vos coordonnées? Ils peuvent le faire par téléphone au 681-9605 ou tout simplement par le télécopieur au 681-3933. D'accord, merci. Merci, François. Vous cherchez un logement, Internet peut vous aider.
Je suis en compagnie de Francis Gay, un jeune entrepreneur qui a eu une brillante idée avec son collègue Éric Garneau. Bonjour Francis. Bonjour. Quelle est cette idée que vous avez eue? On a créé à partir d'un concept réalisé à l'Université Laval dans le cadre d'un travail, une entreprise de location de logements sur Internet. Mais quelle formation vous aviez en informatique? Au départ, je dois dire que c'est un peu drôle. On n'avait pas vraiment une formation en informatique. On connaissait pratiquement rien, je dirais, en informatique. On sait un peu comment les ordinateurs marchent, comment les bibliothèques, comment ça se passe, mais c'est à peu près tout ce qu'on savait dans ce domaine-là. Comment vous avez fait pour concevoir un site sur Internet alors que vous n'aviez presque pas de connaissances en informatique? En fait, c'était ça le gros challenge qu'on avait au début, je dirais. Il fallait être capable de ramasser des connaissances qu'on n'avait pas réussi à acquérir dans notre formation à l'université puis qui ne nous avaient pas été demandées jusqu'à maintenant. On a essayé de travailler avec des personnes les plus compétentes possibles, mais encore là, on avait un problème parce qu'on ne connaissait pas vraiment le système, comment Internet pouvait marcher, les bases de données, le langage de programmation HTML, les protocoles de transfert. C'était toutes des choses qui nous étaient inconnues, nous autres. Fait qu'il a fallu bâtir autour de ça, puis être capable de se joindre à des personnes assez compétentes pour pouvoir nous expliquer puis pouvoir cheminer dans la progression de notre site, tout le temps dans l'idée d'avoir une qualité, puis un service qui soit accessible à l'ensemble de la population. Vous avez fait affaire avec quel genre de service, là? Des fournisseurs d'accès Internet, des développeurs de sites? Oui. Il fallait faire affaire avec un serveur pour commencer. Puis ensuite de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une multitude de personnes qui greffaient autour de ça. Le serveur, lui, fait affaire avec un concepteur de page HTML. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, lui, il bâtit le site à partir d'informations qu'il y a eu d'un infographe. Fait que ça nous rajoute encore des personnes à contacter. À contacter, effectivement, des blabla, toutes sortes de discussions. Puis en plus de ça, notre site, il demande une base de données, la création d'une base de données. Donc, on devait avoir une autre personne supplémentaire pour concevoir ça. Maintenant, on va passer à votre site directement. On va le regarder. Décris-nous un peu comment fonctionne votre site. Oui. Il y a une page d'accueil. Ensuite de ça, on s'en va sur une carte de la région de Québec qui indique à peu près toutes les régions. C'est une image map, en fait. On clique sur la région de notre choix. On arrive ensuite de ça sur le type de logement qu'on veut choisir ou qui nous convient. Ça va de 1,5 jusqu'à, on voit chambre à louer, c'est des 5,5. Ça peut être un studio, en fait, ça peut être ce qu'on veut. Ensuite de ça, on tombe sur une liste de tous les appartements qu'on aura répertoriés dans ces fichiers-là, soit, présentement, c'est des 5,5. Ça va être des 5,5 qui correspondent aux critères que vous aviez décidés préalablement. On clique ensuite sur l'appartement qui peut nous intéresser. Puis on arrive tout simplement sur 2 photos de l'appartement. Avec des données aussi statistiques, là. Effectivement, une description qui est tout à fait complète, qui bat à plat de couture ce qu'on peut retrouver dans les journaux, je dirais. Bien, justement, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que souvent, dans les journaux, on regarde, on a à peu près une 50aine d'annonces, il n'y a pas d'image. Puis souvent, quand on est étudiant, ce qu'on fait, c'est qu'on se promène dans la rue, on voit un appartement loué, on rentre, on voit. Alors qu'ici, on peut voir déjà une prévisualisation de l'appartement. Oui, c'est le concept un peu qu'on privilégiait. On voulait favoriser un accès au magasinage qui soit encore plus facile pour les étudiants ou toute autre personne qui ont des problèmes de mobilité, en fait. On peut aller voir une photo de l'extérieur de la bâtisse, une photo de l'intérieur. On peut agrandir ces photos-là comme on le désire, avec une description complète. Il y a bien sûr des frais attachés à la conception du site. Pour la conception, ça peut coûter environ combien? Oui, ça peut coûter entre, je dirais, 1 000 et 4 000 $, dépendant des exigences qu'on aura à ce moment-là envers le serveur. Puis mensuellement, est-ce qu'il y a des coûts aussi à payer pour l'hébergement de votre page? Oui, ça aussi, ça peut être très dispendieux si on ne fait pas attention. C'est des frais qui peuvent varier, je dirais, entre 40 et des fois 80 $ de l'heure pour les modifications rattachées au site. On te remercie, Francis. Merci beaucoup. Si vous cherchez un appartement à Québec, c'est donc ce site que vous pouvez consulter. Mais si vous en cherchez un à Montréal, il y a aussi le site de la SIA.
c'est-à-dire le service interagence de l'immobilier canadien qui vous permet de trouver différentes maisons, appartements, condos et dans la région de Montréal et aussi même à Vancouver. Je termine en disant que le réseau interordinateur scientifique québécois a conduit un sondage durant les dernières semaines pour évaluer le portrait des internautes québécois. Et voici là, quelques points forts de l'enquête. Sur les 3500 personnes qui ont répondu au sondage, 15 des répondants sont des femmes, 85 sont des hommes. Plus de la moitié des répondants sont âgés entre 25 et 44 ans. Les sites québécois web les plus populaires sont La Toile du Québec, Branchez-vous, Matin Internet, Les Chroniques de Sibérie. Et le logiciel Netscape, bien sûr, est le plus utilisé par plus de 90 des répondants. En terminant, il y a aussi environ 15 des répondants qui ont déjà utilisé Internet pour effectuer des transactions commerciales, souvent pour acheter des logiciels par ordinateur. Les résultats sont disponibles depuis le 16 avril. Vous pouvez les consulter. D'ailleurs, ici, on vous montre un exemple d'un des trois services plus fréquemment utilisés sur Internet. Il y a des graphiques. C'est intéressant à consulter. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Sur ce, bonne semaine.